Pourquoi on qualifie la guerre aujourd'hui toujours en Palestine comme une guerre coloniale? Qu'est-ce qui fait que cette guerre garde des qualificatifs ou des caractéristiques, des éléments de guerre coloniale? Comment est née toute cette question qu'on appelle la question palestinienne, ou certains disent le conflit israélo-palestinien? Or, le terme conflit n'est pas très précis, même si la situation est extrêmement conflictuelle, mais on n'a pas deux partis égaux, du moins depuis 67 ou depuis 73, qui est la date de la dernière guerre étatique entre Arabes et Israël, à partir de laquelle c'est le mouvement national palestinien, donc un mouvement non étatique qui prend le dessus au niveau de sa lutte nationale pour ses droits. Donc, comment cette question est née et d'où viennent toutes ces histoires qui nous hantent déjà depuis, certains depuis des décennies, d'autres depuis des années. Je vais commencer, en fait, ma présentation, je vais la diviser en trois moments. Je vais parler un peu de la naissance du sionisme et l'Empire ottoman qui était en train de perdre son contrôle territorial, sa souveraineté, et puis évidemment son effondrement durant la Première Guerre mondiale, qui, durant cette guerre, il y a eu la déclaration de Balfour qui a promis au mouvement sioniste européen un État-nation ou un foyer national en Palestine, puis comment la situation a évolué jusqu'à la décision onusienne de partition de la Palestine, puis 1967, une nouvelle phase dans la colonisation, cette fois des territoires occupés par Israël après la fameuse guerre des 6 jours, juin 1967, pour arriver à la situation aujourd'hui et toute la question de la colonisation de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et la situation évidemment à Gaza. Et Theodor Herzl, un intellectuel juif, a considéré que le seul moyen, surtout, j'ai oublié de le dire, après l'affaire Dreyfus en France et le fameux texte de Zola, J'accuse, Theodor Herzl considère que le seul moyen pour que les juifs échappent à cet antisémitisme, c'est qu'ils construisent leur État où leur culture pourrait prospérer, où ils seraient protégés de l'antisémitisme. Sur l'Ouganda étant une possible destination, sur l'Argentine étant une autre destination. Il y a eu un moment où Chypre a été évoqué, mais finalement, la terre promise s'est imposée, même au sein d'un mouvement qui était séculaire, qui était laïque, qui n'était pas dans une doctrine religieuse, mais l'idée finalement de la Palestine va s'imposer, et à partir de 1901, un fonds juif créé par ce mouvement et créé aussi par d'autres notables, va commencer à acquérir des territoires en Palestine ou à organiser et à encourager des départs. Au début, c'était individuel, plus, avec le temps un peu plus organisé, de juifs européens vers la Palestine. À ce moment, la Palestine est sous l'Empire ottoman. Les Ottomans refusent de reconnaître la légitimité malgré des visites qui ont eu lieu à Istanbul, la légitimité des demandes sionistes par rapport à la Palestine, et considèrent que cette terre reste une terre ottomane, que les transactions seront surveillées et qu'il n'y a pas d'immigration massive qui serait tolérée, d'autant plus que pour les Ottomans, ils voyaient un peu aussi un certain complot, mais cette fois un complot russe derrière le projet sioniste, puisque une bonne partie des négociateurs sionistes avec les Ottomans étaient russes, et l'Empire russe était l'ennemi des Ottomans. Donc un refus, mais quand même, de plus en plus des conférences sionistes vont mobiliser des fonds et vont tenter de s'acquérir des territoires et d'organiser de plus en plus des départs vers la Palestine. Mais il faut dire que pour le moment, les sionistes sont minoritaires parmi les juifs européens. Ils sont très ashkénazes, donc on n'évoque pas les séfarades et on n'évoque pas les mizrahim, les juifs arabes, palestiniens, qui étaient à peu près 3% de la population de la Palestine, ou irakiens, ou yéménites, ou marocains, ou autres. On est dans un mouvement nationaliste européen, beaucoup plus qu'autre chose, et minoritaire, mais qui commençait à se développer et à s'imposer, à modifier légèrement, lentement, la démographie en Palestine. Le moment de la Première Guerre mondiale est un moment crucial, puisque l'Empire ottoman est l'allié
des Allemands, des puissances de l'Axe, les Allemands, l'Empire austro-hongrois, et avec leur défaite, tout va changer, tout va basculer. Mais même avant les défaites, la politique ou la diplomatie britannique va être extrêmement agressive sur plusieurs fronts, et elle va émettre des promesses dans tous les sens afin de pouvoir consolider son plan de guerre et d'essayer de gagner la guerre, évidemment. Donc, il va y avoir, premièrement, en 1915, des échanges entre McMahon, qui était le responsable britannique au Caire, qui va échanger avec un certain Sharif Hussein ou un certain Hachémite de Mecca, de la famille Hachémite, qui était à la Mecque, et qui lui promet une alliance avec le nationalisme arabe qui commençait à naître, si ce nationalisme se bat contre les Turcs au sein même de l'Empire ottoman. Qu'à partir de Mecca, les Arabes mènent une attaque, une offensive vers le nord, et les troupes britanniques traversent le Sinaï pour les retrouver en Palestine. Et en échange, Hussein, ce monsieur-là, il va être considéré par les Britanniques comme le roi des Arabes. Roi des Arabes, évidemment, avec toutes les ambiguïtés du terme, sans évoquer une carte géographique précise, sans dire quels Arabes exactement. Et Hussein n'était pas bête, il avait compris qu'il y a beaucoup d'ambiguïtés, mais il a considéré, avec ses aspirations politiques et son ambition, que quand même j'accepte cette offre ou cette promesse très vague, et j'essaye avec le temps, sur le terrain, de m'imposer, et on voit comment les choses vont évoluer. Sauf qu'en même temps, les Britanniques étaient en train de négocier avec les Français ce qu'on appelle l'accord Sykes-Picot, qui va être signé secrètement en 1916, puis révélé par les bolcheviks qui ont pris le pouvoir une année plus tard à Moscou, en Russie, et qui avaient déjà toutes les correspondances entre les Britanniques et le tsar renversé. Donc ils vont révéler Sykes-Picot. Sykes-Picot, c'est un autre accord qui évidemment contredit l'accord avec Hussein de Mecca et cette idée d'un royaume arabe, et qui divise, en fait, se partage la carte ottomane du Levant, Palestine, Transjordanie, Irak et Syrie, entre les deux puissances européennes, la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, obsédée comme elle était par l'Inde, voulait un accès qui lui permet directement l'arrivée en Inde. Donc pour eux, c'était la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Puis ils sont influents en Iran, c'était toujours l'État perse. Et de là-bas, ils arrivent en Inde, d'un côté. De l'autre, ils savaient que la région irakienne et vers la péninsule arabe est riche en pétrole. Donc c'était très important pour eux pour avoir l'Irak, la Jordanie et la Palestine. Les Français ont pris la Syrie et le Liban. Je simplifie un peu sur la carte parce qu'il y avait des petites complexités par rapport au Moussoul, le nord irakien. Puis le port de Haïfa était vu différemment. Jérusalem va rester une ville ouverte où il y aura un accès, puisque c'est la ville symbole des religions abrahamiques, des trois monothéismes, etc. Donc l'accord Sykes-Picot montre l'ambition coloniale britannique d'une manière extrêmement claire et nie ce qui a été déjà promis à Hussein. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque un an plus tard, 1917, le Lord Balfour, certains disent qu'il était sioniste chrétien, d'autres disent que non, en fait, c'était la logique britannique dans le temps de considérer, ce qui est pas très loin de l'antisémitisme en fait, que les juifs sont influents partout. Donc si je fais une promesse au mouvement sioniste, les sionistes vont convaincre les bolcheviks de ne pas quitter la Première Guerre mondiale, étant donné que dans le leadership bolchevique, il y avait des communistes juifs. Le plus connu, évidemment, c'est Trotsky, bien qu'ils étaient très anti-sionistes et anti-État bourgeois et anti-nationalistes, etc. Mais les Anglais ont considéré que peut-être les sionistes vont les convaincre de rester dans la guerre mondiale avec la France et la Grande-Bretagne. Lénine voulait se retirer. Et puis, que les sionistes peuvent être influents à Washington pour que le président américain Wilson soit plus commis à cette guerre. Il était très hésitant, il avait des conditions. Donc peut-être cela va l'encourager afin finalement pour que la Grande-Bretagne puisse gagner la guerre. Pour différentes raisons. En plus d'avoir un allié en Palestine qui peut protéger l'accès aussi
à l'Inde et aux champs de pétrole, tout comme l'obsession britannique avec le canal de Suez. Donc pour plusieurs raisons, il y a eu cette promesse de Balfour, qui est également très ambiguë, mais qui promet néanmoins au mouvement sioniste qu'il va y avoir une reconnaissance britannique d'un État juif ou d'une nation juive en Palestine, d'un foyer national juif en Palestine. Et la déclaration, elle est très courte, c'est même pas une page, et elle se termine, ou elle conclut en disant que cet État ne doit pas par contre nuire aux intérêts, aux droits des non-juifs. Donc, plus de 80-90% encore de la population va être juste présentée comme non-juive, et l'immigration déjà juive européenne très importante va être vue comme si elle définissait les caractéristiques démographiques de cette terre qu'est la Palestine. Donc à partir de là, et à partir de cette déclaration de Balfour, on est dans une configuration tout de suite conflictuelle, puisque suite à cette déclaration qui va être publique et officielle, il va y avoir des manifestations, des clashs. Déjà, il y avait beaucoup de tensions avec les migrants européens juifs qui étaient vus comme des colons. Déjà, ils sont européens, ils viennent avec les Britanniques. Avant cela, ils arrivaient pour acquérir des terres. Il y avait déjà beaucoup de tensions. Et il y avait aussi avec les kibbutz qui s'organisaient avec des coopératives agricoles, beaucoup de tensions sur l'eau par rapport aux ressources de l'eau. Et il y avait des tensions dans la ville de Haïfa, une ville qui a un port très important. C'était le plus grand port de l'Est de la Méditerranée, avec beaucoup d'activités. Et les migrants qui arrivaient essayaient de trouver aussi des postes, des jobs, etc. Donc la situation devient de plus en plus conflictuelle. Et avec la fin de la Première Guerre mondiale, l'effondrement de l'Empire ottoman, le contrôle total, soutenu cette fois même par la Ligue des Nations, de la France et de la Grande-Bretagne,